Bonjour à tous et bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Elle n'a que 20 ans, mais son expérience et sa passion du cheval sont immenses. Camille Condé Ferreira, c'est le nom omniprésent lorsque l'on parle équitation et équipe de France. Il y a quelques jours, Camille a couru le championnat des As, catégorie jeune cavalier, à Mâcon, où nous avons évidemment saisi cette occasion rêvée de la rencontrer et d'enregistrer ce 8e épisode avec elle. À seulement 20 ans, on ne compte plus ses titres en championnat. Elle est déjà professionnelle et porte un regard construit et à la fois constructif sur sa carrière et sur les enjeux subordonnés à la compétition. Nous avons adoré cet échange avec Camille et nous espérons qu'il vous plaira également. Cet épisode est soutenu par l'un des plus fidèles partenaires de Camille, la marque Samshield. Depuis sa création en 2004, la société Samshield conçoit des casques d'équitation. La marque mise sur un processus de recherche et développement avancé afin de proposer aux cavaliers des produits modernes et évolués en termes de technologie, de sécurité, de confort, de qualité ou encore de personnalisation. La marque est aujourd'hui reconnue et distribuée dans le monde entier. Les casques Samshield sont fabriqués dans un atelier situé en France où ils sont minutieusement assemblés, contrôlés mais aussi personnalisés avant d'être expédiés à leurs cavaliers. Pour la personnalisation des casques, Samshield utilise des matériaux nobles comme du alcantara véritable, des cuirs exotiques ou encore des cristaux et matières signées Swarovski. Ces assemblages manuels garantissent la sécurité maximale des casques ainsi qu'une finition de haute qualité. À l'instar de notre invitée, Camille Condé Ferreira, nombreux sont les cavaliers qui ont choisi et font confiance à Samshield. C'est parti, bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Alors, bonjour Camille, on est très contente de te recevoir dans le podcast cette semaine. On est très contente aussi d'être là à Mâcon pour les championnats de France des jeunes pour pouvoir t'enregistrer. Alors, tu as été très demandée sur nos réseaux sociaux et tout le monde te connaît, mais quand même, pour ceux qui ne vivent pas sur la même planète, est-ce que tu pourrais te présenter un peu ton parcours et comment t'en es arrivée là ? Alors déjà, bonjour et ça me fait super plaisir d'être ici avec vous. C'est vraiment une chouette expérience. Alors, moi, j'ai 20 ans. Je monte depuis que je suis toute petite. J'ai eu une carrière dans les poneys et les jeunes qui était assez remplie de performances. Et c'est vrai que c'est quand même une belle fierté pour tout le monde. Et maintenant, j'espère pouvoir faire pareil chez les seniors. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer l'organisation qui gravite autour de toi ? Aux écuries, à la maison, on sait que tu travailles beaucoup avec ton père. Comment est-ce que tout ça s'organise ? Alors maintenant, je travaille plus énormément avec mon père. Il est toujours là, bien sûr, en soutien, au plus près de moi. Après, au quotidien, nous, on est vraiment axé sur l'amour des chevaux, le bien-être, le respect. Et ça, c'est le mot d'ordre, c'est-à-dire qu'on force aucun cheval à travailler, on force aucun cheval à sauter. C'est vraiment ce qu'on a horreur. On est vraiment dans la recherche d'une relation parfaite avec chaque cheval. Et ça, c'est vraiment le message que j'ai envie de véhiculer parce que c'est quelque chose de plus important parce que finalement, quand on a la relation avec le cheval, on a la performance. On n'a pas besoin d'être sauvage avec eux et pour qu'on ait la performance finalement, ça dure jamais très longtemps. Et donc au niveau du travail à la maison, c'est très cool, c'est très relax, dans une ambiance toujours calme et on écoute chaque cheval progresser chaque jour. Justement, un tout petit peu plus tôt là, on discutait à Mâcon en attendant et j'ai entendu deux choses. Alors moi déjà, j'ai vu pas mal de choses avec une jeune fille qui fait des massages sur tes chevaux, beaucoup en concours aussi de la récupération. Et on m'a parlé aussi de communication animale. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Non, c'est vrai. Tu peux nous en parler un tout petit peu ? C'est vrai. Donc depuis à peu près le mois de mars ou avril, je travaille avec Elodie. Donc Elodie est une de mes plus belles rencontres, je pense surtout de l'année, même une très belle rencontre tout simplement. C'est une fille formidable, donc elle a le même point de vue que nous. Donc elle est essentiellement masseuse, elle a aussi sa marque de produits, elle avait une marque de vêtements aussi. Et on a commencé à travailler ensemble un peu par hasard et finalement elle a fait 1, 2, 3, 4 et puis tous mes chevaux. Et elle fait un peu de com, alors elle veut pas toujours en faire.
c'est quelque chose de délicat la com, et du coup de temps en temps on lui demande un petit peu les petites questions qu'on a envie de poser à nos chevaux. Et j'ai aussi une autre personne qui elle par contre fait vraiment que ça, c'est une kinésiologue, et donc elle remonte un peu dans le passé des chevaux pour essayer de voir ce qui a pu clocher un moment dans leur vie pour qu'ils aillent mal aujourd'hui. Et c'est vrai que je m'intéresse énormément de plus en plus à ces personnes-là. Et finalement, on se rend compte que c'est hyper important. Du coup, autour de toi, tu as quoi? Tu nous parlais de ta cavalière maison. Donc, tu as une cavalière qui monte tes chevaux. Tu as une groom. Est-ce que tu as d'autres personnes? Tu n'as pas de groom? Tu t'occupes de tes chevaux toi-même? J'ai ma maman qui m'aide. Mais non, je n'ai pas de groom. C'est-à-dire que c'est moi qui fais les nattes, c'est moi qui fais les petits massages quand Elodie n'est pas là pour les faire. Ma mère m'aide quand même énormément. Elle est très présente à mes côtés, en soutien auprès de mes chevaux et auprès de moi. Après, oui, j'ai une cavalière maison qui est pareil. Je préfère qu'elle crée la relation avec le cheval que plutôt les travailler dans la force. C'est pas vraiment mon truc. Et après, on est une petite équipe parce qu'il n'y a pas énormément de chevaux. Je veux pas énormément de chevaux parce que je veux avoir une relation spéciale avec chacun d'eux, et je veux vraiment leur bien-être, enfin tout ça, avant de faire de la quantité et non de la qualité. Ça m'intéresse pas. Tu nous disais que tu travaillais moins avec ton père, c'est ça? Depuis longtemps, il te fait monter, etc. En tout cas, on l'a toujours vu beaucoup avec toi sur les terrains de concours. C'est difficile de travailler en famille? Ah bah forcément, quand on travaille avec son papa, il n'y a pas que la relation enfant-coach, il y a vraiment la relation père-fille qui vient se mettre là. Et bah forcément, au bout d'un moment, ça part un petit peu en cris et tout le bazar. Donc on évite un peu. C'est vrai que ça a été assez dur pour mon père d'accepter le fait que je demande à travailler avec quelqu'un d'autre. Alors quand j'étais plus petite, j'ai eu la chance de travailler avec Stéphane Delaveau, qui était quelqu'un d'extraordinaire et qui m'a fait énormément travailler, qui m'a beaucoup aidé. Et après, je suis repartie à travailler avec mon père, et du coup, c'est vrai qu'on passait plus notre temps à s'engueuler, à se tirer dessus que à travailler réellement. Et après, ça créait pas une bonne ambiance, donc ça servait plus à rien, on n'insistait pas. Mais bon, pour notre relation, c'était pas terrible non plus, et du coup, il a fallu qu'on arrive à trouver un équilibre pour nous, parce que c'était ni vital à l'écurie comme à la maison, donc ça servait pas à grand chose d'essayer de continuer et de faire force et persévérance là-dessus, quoi. Est-ce que tu as réussi aujourd'hui à trouver cet équilibre et à, on va dire, t'émanciper dans tu nous parlais tout à l'heure que tu allais donc coacher tes clientes, donc tu as tes clientes, et quand ton père peut avoir les siens, parfois sur le même concours, cette émancipation, ça y est, t'as l'impression que tu l'as acquise? Oui, on a réussi à trouver un équilibre entre lui et moi. Oui, tout à l'heure j'avais coaché mes élèves parce que c'était en partie ma cavalière maison, donc c'est moi qui l'a fait travailler au quotidien. Après, ça m'est déjà arrivé de m'occuper des élèves de mon papa, mais c'est vrai que on a chacun notre rôle dans l'écurie. Réellement, lui, il est vraiment axé vers le coaching et l'enseignement, et moi je suis plus axée sur la compétition, mais j'en fais un peu par défaut. J'aime bien transmettre mes petites expériences, si ça peut aider quelqu'un, ça me fait plaisir. Et du coup, aujourd'hui, quand tu vas en concours comme là, par exemple, t'as quelqu'un qui vient t'aider, tu travailles encore avec quelqu'un, ou maintenant t'as pris ton autonomie? Bah, 3/4 du temps, je suis assez en autonomie parce que je suis souvent seule avec ma mère sur les terrains de concours. Après, très régulièrement, on a Madame Maigret, Geneviève, qui est avec nous parce que j'ai beaucoup de chevaux à elle, et elle est à mes côtés. Et quand mon père est là, il est quand même bien sûr à mes côtés pour me soutenir. Et après, j'ai eu la chance en début d'année de travailler une fois avec Bertrand de Bellabre. C'était une belle expérience pour moi. Et j'ai beaucoup appris à travers ce qu'il m'a dit, et c'est pour ça que je compte bien retravailler avec dans le futur. Est-ce que tu peux nous parler justement, tu viens d'évoquer Madame Maigret, est-ce que tu peux nous parler de cette collaboration qui vient de débuter, en tout cas pour nous à l'extérieur, avec Arad Clarbeck?
Alors oui, ça débute pas vraiment. Ça fait déjà 2 ans et demi que je monte des chevaux du haras. Alors avant, on était plus discret parce qu'on mettait pas de tapis aux couleurs du haras. Du coup, les gens le savaient pas beaucoup. Et le temps passait, plus j'avais de chevaux du haras. Et maintenant, j'en ai 5 et c'est tous des chevaux formidables et j'essaye de faire de mon mieux. Et donc j'ai la chance d'avoir Geneviève, Élise et Dominique qui me soutiennent et qui m'accompagnent vers le haut niveau, j'espère. J'aimerais bien emmener un cheval de l'élevage donc de Clarbec au plus haut niveau. Ça serait, je pense, une belle récompense pour tout le monde parce que les maigrets se donnent énormément de mal à réussir et moi je me donne aussi du mal à réussir avec leurs chevaux. Donc je pense que ça serait une belle expérience et quelque chose de bien de pouvoir réussir ensemble parce qu'on a les mêmes points de vue vis-à-vis des chevaux et on a le même amour des chevaux et le même respect. Donc on fonctionne bien ensemble. Tu disais que tu voulais emmener ces chevaux au plus haut niveau. Et moi, ce que je vois surtout, et quand je pense à toi, c'est que tu as beaucoup représenté l'équipe de France. Je pense que tu y as mis un point d'honneur quelque part, à chaque fois que tu as pu travailler, monter pour l'équipe. Est-ce que pour toi, c'est vraiment important de porter le drapeau? Parce qu'en fait, pour faire un peu une transition, la prochaine invitée après toi, nous a parlé beaucoup de l'esprit olympique, du fait que pour elle, c'était très important de supporter la France, etc. Est-ce que pour toi, tu as un peu le même sentiment? Bien sûr, c'est toujours quelque chose d'assez incroyable de pouvoir représenter la France quand on arrive dans des championnats d'Europe moi j'ai eu la chance de faire les championnats du monde Children, donc on en parle moins, mais c'est quand même une vraie expérience. Quand on arrive là, c'est formidable et pouvoir ramener une médaille ou un classement dans un championnat ou même tout simplement dans une Coupe des Nations ou un Grand Prix CSIO, c'est quand même quelque chose d'assez formidable et finalement ça reste avec vous, c'est-à-dire que votre titre de championne d'Europe ou même un podium en championnat d'Europe, personne ne vous l'enlèvera. Il est là, il est chez vous, la médaille elle est sur votre cheminée et ça personne ne vous l'enlèvera quoi qu'il arrive et en plus le faire pour des gens qui sont là derrière vous et qui vous soutiennent. Donc je dévoilerai pas le nom de la personne dont vous me parlez, mais c'est vrai que le reste du staff sont toujours à fond et ont beaucoup misé sur moi et j'ai essayé pour le mieux de les récompenser au travers des médailles que j'ai pu avoir. Et du coup, c'est donnant-donnant. Ils s'investissent auprès de nous, alors on essaye de faire de notre mieux pour leur rendre au travers des médailles. Est-ce que, ce que je disais, c'est que tu as beaucoup monté en équipe. Est-ce que ça te crée une certaine pression? Parce que quand on parle de toi, Camille Condé-Ferreira, comme tu l'as dit au début, tu as fait beaucoup de performances. Est-ce que ça crée une certaine pression, le fait d'être un peu attendu au tournant, ou tu le vis un peu au jour le jour et tu vois comment ça se passe? C'est un peu 50-50. Ça a été dur, ça le sera encore. Mais il faut savoir faire aussi abstraction de ça. Il faut réussir à faire avec. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à revenir l'année après mes championnats d'Europe parce que on a fait avec Pirol la meilleure performance donc dans le championnat d'Europe. Il fallait revenir, refaire mieux, non, mais au moins aussi bien parce que de toute façon on pouvait pas faire mieux. Et finalement, c'est une pression énorme parce que revenir pour finir en finale, c'est déjà bien, mais dans les 15 premiers, c'est très dur psychologiquement à vivre. Quand on a été le meilleur, se retrouver dans les 15 premiers. Donc c'est vrai que l'année où j'ai été deuxième, donc l'année d'après mon titre de championne d'Europe, ça a été très très dur psychologiquement. J'ai très très mal vécu mon championnat d'Europe. Ça a été très dur parce que chaque manche, je pensais avoir passé la plus dure et finalement c'était de plus en plus dur. Et il fallait rien lâcher et il fallait encore être plus forte et vraiment, j'ai eu du mal parce que tout le monde m'attendait et bien sûr qu'il y a des gens qui souhaitent notre bien, mais aussi beaucoup de gens qui souhaitent notre mal. Et ces gens-là, on n'a pas envie de leur faire plaisir.
on a envie de leur prouver que on est là et on va encore leur faire un peu de mal parce qu'on va être plus fort que ce qu'ils espéraient. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Les gens m'ont souvent vu comme quelqu'un d'invincible et finalement après mes 2 titres en junior, ça a été très très dur pour moi de repartir et de me rendre compte qu'en fait c'était pas qu'un jeu d'enfant en fait. Et justement, nous, de l'extérieur, à regarder la personnalité publique médiatique, nous, on te connaît pas à titre personnel, t'as l'air vraiment d'être une personne extrêmement combative, extrêmement déterminée. Est-ce que toi, tu te vois de la même façon ? Oui, je suis déterminée, j'ai toujours envie de bien faire. Après, on reste des humains, on n'est pas des machines, donc c'est sûr que il y a eu des petits passages à vide et ces passages-là étaient pas forcément les plus agréables parce qu'on peut pas toujours être fort, on peut pas être toujours la meilleure cavalière du terrain de concours ou la plus forte psychologiquement, celle qui craquera jamais. On peut pas toujours être cette personne-là que tout le monde pense que je peux être, on va dire ça comme ça. Il faut réussir vraiment à rester, avoir envie de bien faire, mais sans se détruire aussi psychologiquement. Tu t'es entourée à ce moment-là ? Est-ce que tu as travaillé ? Parce que, par exemple, j'ai lu un livre qui s'appelle Le Cavalier idéal, dont tu fais la préface. Pas la préface, mais tu es sur la couverture. Du coup, je me suis posé cette question. Est-ce que tu t'es entourée, notamment pour la préparation mentale ? Alors oui, j'ai travaillé donc avec... au début, c'était Jean-Pierre Tiffon qui me faisait un peu travailler. Et après, j'ai changé. Là, depuis donc maintenant 4 ans, je travaille avec Karine Camboulive. Et Karine m'a beaucoup aidée parce que, pas que sur le plan de la compétition, mais aussi tout ce qui est autour, dans les moments difficiles, que ce soit à la maison, en concours ou dans plusieurs parties de ma vie. Elle m'a beaucoup aidée à rebondir dans les moments vraiment durs et à me dire non, Camille, t'es une battante, tu vas continuer à te battre. Parce que tu sais pas maintenant qu'il faut que tu lâches, t'as pas le droit, quoi. Et c'est vrai que je pense que sans elle, il y a des moments que j'aurais très très mal vécu. On se demandait aussi, alors je crois savoir que alors tu vas me dire si c'est faux, mais que t'as passé le bac à distance, comment on dit ? Le CNED, voilà. Après, t'as fait des études ou pas ? Non, j'ai arrêté mes études au milieu de la première. Parce que j'avais déjà une écurie assez chargée et j'ai dit à mes parents je peux pas continuer à faire les deux, faut faire un choix. Donc forcément quand on dit ça le choix c'est vite fait mais c'est vrai que j'avais dit à mes parents on fait un choix, c'est soit l'un soit l'autre mais pas les deux parce que j'accepte pas de réussir qu'à moitié dans chaque chose. C'est soit je fais des études et je réussis mes études, soit je fais à cheval et je réussis à cheval. Et je me voyais pas faire les deux. Et bon, bien sûr que moi, j'avais pas forcément envie de tourner mon choix vers les études. Mais mes parents auraient décidé les études, j'aurais fait des études et je me serais lancée à 200% là-dedans et je me serais investie. Peut-être pas les premiers mois parce que j'aurais eu beaucoup de mal, mais je l'aurais. T'as pas de regrets aujourd'hui ? Aucun. De toute façon, tu t'es toujours vu monter à cheval. Oui. Je vous cache pas que j'ai beaucoup de fois pensé à arrêter. Plein de fois, je me suis dit non, je me vois pas faire toute ma vie là-dedans. Enfin, c'est pas que je me vois pas, c'est que le système évolue, pas toujours dans le bon sens. Et moi, ça, je peux pas. Enfin, comme je l'ai déjà dit au début, c'est le bien-être du cheval, le respect du cheval, et malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'accepte pas, et je vois pas si demain il faut, faire du haut niveau, donc au détriment d'un cheval. C'est pas possible de casser un cheval pour aller prendre une médaille dans le plus haut niveau. Ça, c'est vraiment pas mon point de vue et ça s'est tourné un peu comme ça et du coup je me suis dit bon, est-ce que Camille tu veux continuer? Et après toute seule rien qu'à me poser la question, je me mettais à pleurer. Oh mon Dieu, moi, je ne peux pas arrêter de monter à cheval, c'est juste pas possible parce que j'aime trop ça et ça me manquerait trop. Et si j'arrête, de toute façon, plus personne me verrait dans les chevaux. Mais de toute façon, ça arrivera pas, je crois. Je les aime trop.
On a fait un podcast, un épisode avec Charlotte et Marc, ma collègue, donc tous les deux cavaliers de haut niveau, c'était l'épisode 5 pour le petit rappel. Et tous les deux, ils ont beaucoup parlé quand même de la difficulté du quotidien de cavalier, du métier de cavalier qui est souvent assez peu connu quand même du grand public. Je pense qu'on sous-estime énormément les contraintes et l'exigence que ça demande de monter et de monter au niveau. On parle d'un rythme hyper soutenu, d'un calendrier terrible, des compétitions justement. Comme le système évolue. À toi, comment tu le vis En fait, en parlant de toi, on avait beaucoup eu accès à des échanges avec des jeunes cavaliers et qui rêvent tous un peu de devenir cavaliers. Si tu devais t'adresser à eux, qu'est-ce que tu leur dirais de ce métier-là, de ton quotidien et de conseils pour leur avenir à eux? Bah déjà, il faut être méga passionné parce que, donc comme le disaient Marc et Charlotte, c'est pas de jour de repos quasiment, c'est 7 jours sur 7. Bon, bien sûr, pas 24 heures sur 24, mais c'est tous les jours. Moi, personnellement, c'est 1 à 2 semaines de vacances par an, mais ça me dérange pas parce que le reste du temps, je suis auprès de mes chevaux et c'est là où je me sens bien. Je pense que si des jeunes veulent se lancer donc dans une carrière de cavalier ou de groom auprès des chevaux en tout cas, il faut qu'ils soient sûrs de leur choix et qu'ils soient méga passionnés parce que il faut pas que à un moment ça soit au détriment des chevaux, que comme c'est dur parce que c'est très très dur et sans parler du côté financier, c'est dur et il faut être sûr de son choix à ce moment-là pour partir et s'investir à 200% dans les écuries, dans les chevaux, dans tout ça. C'est hyper important de s'investir là-dedans. Comme le disait Lorelai, je pense que tu inspires quand même beaucoup de jeunes filles, notamment des jeunes filles, à monter à cheval. Tu es très, très, très suivie sur les réseaux sociaux. T'es un peu... Depuis que tu as fait du poney, du haut niveau à poney, beaucoup de championnats, beaucoup de performances, et c'est ce qui fait que je pense que les gens te suivent. Comment tu le vis, ça? Le fait d'être très suivie, d'être un peu quand même l'égérie cavalière quand même pour les jeunes. Ça te crée une forme de pression, tu montes pas tout. Comment tu gères tout ça? Non, ça va. Moi, j'aime bien partager un peu mon quotidien avec mes chevaux sur les réseaux. Après, ce qui est un petit peu plus, non, on va pas dire chiant, ce qui est un peu délicat. plus délicat, oui, c'est que beaucoup me prennent pour une youtubeuse ou une instagrammeuse, ce que je ne suis pas. Je ne me prends pas pour une youtubeuse ou une instagrammeuse, je ne le suis pas. Et ça, il y en a beaucoup qui pensent que je suis surtout une instagrammeuse, ce qui n'est pas le cas. Et moi j'aime bien, c'est vraiment recevoir des messages des gens. Avant j'avais quelques messages négatifs, mais maintenant ça m'arrive plus beaucoup, donc c'est quand même que ça fonctionne bien et j'essaye de montrer le plus possible mon quotidien. Alors c'est sûr que oui, il y a des jours où il y a des petits trous sur mes stories, que je relâche un peu le téléphone parce que c'est vrai que après on devient un petit peu accro à ça et c'est pas forcément que bon. Mais j'essaie de partager au maximum et de faire vivre mon quotidien à tout le monde au travers de quelques vidéos, mais j'essaie quand même de garder ma vie privée de côté. Privé. Voilà. Après, et là je vais reprendre par rapport à moi mon expérience, comme j'ai travaillé un peu dans la filière côté entreprise, marque. On est quand même, c'est quand même un milieu où on est quand même un peu en rade en niveau de la communication. C'est quand même une filière un peu empirique comme ça. T'es vraiment la cavalière 2.0 et pour l'image publique et pour les partenaires qui t'entourent, c'est hyper important. Je veux dire, c'est hyper novateur la façon que tu as de communiquer, etc. Et justement, t'es bien entouré au niveau des partenaires parce que t'as de la visibilité. Comment tu les gères? Est-ce que t'es seule à gérer tes partenaires, c'est-à-dire les marques qui te suivent, etc. Comment tu les choisis? Enfin voilà, est-ce que t'as 2-3 informations que tu peux nous donner aussi à ce niveau-là? Alors moi oui, je suis toute seule. De temps en temps, ma maman envoie 2-3 petits mails quand il y a besoin, mais sinon je suis en direct avec mes partenaires. C'est quand même ce qu'il y a de plus simple. Après, j'essaye d'être le plus proche d'eux pour la moindre question, ou alors s'ils ont besoin d'un conseil sur l'innovation de quelque chose ou ce que je peux penser de ce qui viennent de sortir. Enfin, après, j'ai beaucoup de partenaires que j'ai depuis longtemps où c'est plus des relations un
un peu amical que professionnel. Et j'essaye aussi de sélectionner les marques comme Bruno Delgrange qui recherche vraiment le bien-être des chevaux au travers des selles, comment ils peuvent faire la meilleure selle pour que le cheval soit au mieux, ou alors par exemple Kentucky qui utilise que du mouton artificiel pour pas avoir de rapport avec les animaux, que du cuir aussi artificiel aussi, des emballages recyclables, enfin ça c'est quand même des petits trucs importants que j'essaye de favoriser dans mes choix de partenaires. Je crois savoir que tu prépares quand même pas mal l'avenir avec les jeunes chevaux. C'est important pour toi. Enfin, forcément, c'est important quelque part parce que tu es obligé de préparer l'avenir avec des jeunes parce que c'est eux qui vont prendre la relève quelque part. Mais tu t'y attelles beaucoup? Alors, je m'y mets de plus en plus. C'est tout simplement parce qu'on a fait un petit élevage familial avec un poulain par an. Donc notre première pouliche à 4 ans, donc comme j'en avais une, je me suis dit bon bah si j'en ai une, pourquoi pas deux? Donc on en avait 2 et maintenant on se retrouve avec 5. Donc la famille s'est bien agrandie. On en a acheté 3 l'année dernière avec des amis pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire. Et c'est des chevaux super sympas et on va essayer ensemble de les faire progresser et pourquoi pas un jour faire le crack qui gagnera les championnats. Mais c'est vrai que maintenant les chevaux coûtent de plus en plus d'argent, donc vaut mieux les acheter jeunes et les faire grandir. Ça coûte un petit peu moins cher et en plus on crée une vraie relation avec eux et on a une petite fierté de se dire que c'est nous qui l'avons préparé, fait naître parce qu'on a aussi notre petit élevage. Donc, si un jour on a notre petite freestyle de jeune qui devient une championne, alors là on sera les plus heureux du monde. On va essayer de suivre ça. Où est-ce que toi tu te vois dans 10 ans? Je vous fais la même réponse que dans la dernière interview. Non, bah dans l'idée oui, dans 10 ans, j'ai répondu la dernière fois avec vous, avec plein de médailles et on parlera de ça, j'espère. Ça sera une belle expérience, mais oui. T'as des envies olympiques? Bien sûr, tout le monde a envie de faire des Jeux olympiques, des championnats du monde, des championnats d'Europe, bien sûr seniors. Hein. Tout le monde a envie de ça. Après, y arriver, c'est quand même quelque chose d'autre. Mais déjà, accéder aux 5 étoiles, être performant en 5 étoiles, et après, les résultats feront le reste. C'est ça qui te fait te lever le matin? Oui, mais pas que ça. C'est vraiment de retrouver mes chevaux. Je pense que je me répète, mais c'est avant tout d'avoir mes chevaux en bon état et bien dans leur corps avant de la performance, quoi. Alors on va essayer de pas te faire pleurer. Mais est-ce que tu penses que tout ça c'est notamment grâce à Pirole? Oui. Bon, vous inquiétez pas, je vais pas pleurer à ce moment-là. La dernière fois, ils ont mis du temps avant de me faire pleurer. Oui, Pirole, elle a quand même bien lancé le petit train, on va dire. Hein. C'est elle qui a commencé avec 2 médailles en championnat d'Europe Children, et après l'année d'après un classement, une finale en junior, et après 2 titres en junior les 2 années suivantes. Oui, bien sûr, elle a lancé un peu le train et maintenant, il faut accrocher les wagons et que le train soit long, quoi. Mais c'est vrai que oui, elle y est pour beaucoup et maintenant, j'ai un autre cheval que j'aime par-dessus tout, c'est Valgo. Valgo, on en parle moins, mais ça, c'est ma petite prunelle de mes yeux et c'est avec lui que maintenant, j'ai envie de voir les plus belles médailles, on va dire. On parlait d'élevage et je me demande quand même, est-ce que vous avez des produits de Pirole? Non. Pirole, elle nous appartient pas, donc elle a fait des poulains, mais c'est sa propriété, du côté de sa propriétaire, pas de notre côté à nous. D'accord. J'avais juste une question qui nous a été posée par quelqu'un sur Instagram quand on a sollicité un petit peu les gens qui nous suivent pour savoir s'ils avaient des questions à te poser. C'est par rapport à la transition poney-cheval. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que pour toi ça a été difficile? Dans quelle mesure ça peut impacter un peu, on va dire, la suite des envies équestres, etc.? Alors pour moi ça a jamais été très dur parce que mon père m'a mis tout de suite à cheval.
Donc on peut faire des concours chevaux à partir de 10 ans au niveau amateur. Donc tout de suite, il m'a mis il m'a dit tu vas monter les deux. Et donc c'est vrai que ça a été assez naturel pour moi de passer du cheval au poney. J'ai déjà fait des concours avec un cheval et un poney, ça m'a jamais dérangé. Après, j'avais quand même des poneys qui se rapprochaient beaucoup des chevaux. Mais je pense pour les gens qui ont envie de pas rater cette transition-là, c'est vraiment qu'ils aient leur poney et leur cheval en même temps. C'est pas donné à tout le monde, mais c'est là où on réussit le mieux. De monter les deux, il y a un temps d'adaptation, mais après ça se fait tout seul et finalement on n'a presque pas de transition en fait. Et c'est vrai que pour moi ça a été assez normal de monter les deux en même temps. En tout cas, nous on te souhaite plein de belles choses. Des Merci. jeux, des championnats, tout ce que tu veux. La finale demain. La finale demain, évidemment, ouais. Déjà dans un premier temps. Et puis, peut-être que tu nous redonneras tes impressions dans 10 ans, hein. Qui sait. Et on te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps pour nous. De rien. Merci à vous. Nous ne connaissions pas du tout Camille avant cet épisode et nous sommes vraiment très contentes d'avoir pu partager ce moment avec elle. On espère vraiment que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous faire tous vos retours en message privé sur Instagram. Si vous ne faites pas encore partie de ces 121 000 abonnés, vous pouvez retrouver Camille sous son nom sur Instagram, notre partenaire SamShield sur les réseaux sociaux, ainsi que nous sur notre page I Am an Equestrian Podcast. Si vous souhaitez soutenir I Am an Equestrian, vous avez la possibilité de verser un tip, c'est-à-dire un pourboire, à partir de 1 € sur la plateforme sécurisée Tipeee. Chaque tip est pour nous d'un précieux soutien. On vous retrouve le mercredi 21 août, premier jour des championnats d'Europe de Rotterdam, pour notre prochain épisode avec une invitée très spéciale. À très vite!